Bonjour à tous. On va peut-être attendre une minute de plus avant de démarrer, le temps de laisser tout le monde s'installer. Gwen, Maïté, Juliette, on peut démarrer? Oui, 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 Je tout pense à que fait. c'est bon. Super. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Bienvenue à ce premier webinaire national du projet européen Drastic. Donc, il y a un projet qui réunit 23 partenaires et qui a pour objectif de développer et de démontrer des solutions circulaires, abordables et durables dans le monde de la construction. Donc, on est vraiment ravis avec l'Alliance HQE de vous accueillir aujourd'hui aussi nombreux. Vous êtes plusieurs acteurs du monde de la construction, donc c'est vraiment une chance de pouvoir échanger tous ensemble aujourd'hui. Donc, je vais peut-être me présenter. Donc, je m'appelle Marie Lamblay, je suis la directrice scientifique adjointe du centre de recherche Saint-Gobain, situé au nord de Paris. On travaille pour toutes les entités de Saint-Gobain et on est un centre de recherche multidisciplinaire. Je suis en charge de l'innovation ouverte. Je m'intéresse particulièrement au sujet d'économie circulaire pour le groupe Saint-Gobain et je suis World Package Leader dans le projet européen Drastic. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est vraiment de vous présenter quel est le contenu de ce projet, de vous le présenter et de prendre un moment ensemble pour réfléchir aux enjeux et aux challenges de la circularité dans le monde de la construction. On espère que les échanges seront riches, mais vu les différents environnements d'où vous venez, je pense que ça sera extrêmement intéressant. J'en profite pour remercier l'Alliance HQE qui nous a aidés à monter ce webinaire. Donc, pour ce webinaire, on va avoir plusieurs temps de présentation, puis un temps d'échange tous ensemble. On démarrera par une introduction du projet Drastic par Michael Ritson. Donc, ça sera en anglais cette fois-ci. Donc, Michael est coordinateur du projet Drastic. Il est architecte de formation et chercheur, expert en développement durable et en circularité dans le monde de la construction à l'Institut Flamand Vito. On va démarrer par Mickaël, ou Michel en français, comme Mickaël a l'habitude de dire. Et puis après, avec Maïté Ketterer, qui est directrice économie circulaire pour Saint-Gobain en France, on fera un focus sur le démonstrateur français pour vous dire c'est quoi nos objectifs, nos ambitions et où est-ce qu'on en est. Et on laissera ensuite la parole à Alliance HQE et à Anan El Hayek, qui est experte en finance et immobilier durable et qui nous parlera de taxonomie et de circularité dans le bâtiment. Donc, avec l'ensemble de ces interventions, on gardera évidemment après du temps pour interagir. Et comme vous verrez, pendant le webinaire, il y aura un sondage qui sera lancé, qu'on pourra compléter pendant la session et qui nous permettra de récolter aussi des données intéressantes sur lesquelles échanger ensemble. Alors, pendant le webinaire, sentez-vous tout à fait libre de poster vos questions dans le chat. À chaque présentation, on a fait l'effort d'avoir peu de slides et pour privilégier les échanges. Donc, à chaque fois, il y aura du temps pour que vous posiez aussi vos questions en direct. Et donc, voilà le menu pour aujourd'hui. Si tout le monde... En plein écran, c'est parfait. Donc, effectivement, comme vous l'avez compris et vu sur les slides, pour ceux qui n'ont pu l'entendre, le démonstrateur français adresse le sujet des bureaux. On va vous expliquer pourquoi. Et au sein des bureaux, on s'est intéressé à deux produits en particulier, les faux plafonds et les cloisons modulaires. Donc, je veux bien la suivante, Marie. Alors, effectivement, donc, ne vous inquiétez pas, les slides sont en anglais, mais je parle bien en français. Tout ce projet, vous l'avez compris, c'est un projet européen, donc forcément, on est soumis à la langue internationale pour tous nos supports.
Donc, on est parti du constat, et Mickaël l'a dit à l'instant, qu'il y avait finalement un entretien et finalement un réaménagement des bureaux à une fréquence qui était largement supérieure à la durée. Enfin, la fréquence est trop importante par rapport à la durée de vie des produits, c'est-à-dire qu'en moyenne, ce sont des stats qu'on a trouvées. On dit qu'un plateau de bureau dans Paris, il est à peu près réaménagé tous les 6 ans, alors que les matériaux peuvent durer 20 ans, 50 ans. Et donc, ça nous intéressait particulièrement de travailler ce sujet des bureaux pour voir ce qu'il était possible de faire et s'il était possible de conserver certains produits lors des réaménagements. Donc, évidemment, hein, aujourd'hui, vous avez à droite… non, c'est parfait, Marie, tu peux laisser Merci beaucoup. l'élément en dessous. Vous avez à droite ce qui se passe quand on réaménage des bureaux, c'est-à-dire qu'on met par terre le plus rapidement possible les cloisons et puis éventuellement le sol et le plafond quand on va vers un réaménagement un peu plus complet. Et du coup, on ne conserve pas les matériaux. Donc, l'idée qu'on a eue avec ICAD, qui est donc le partenaire aussi de Drastic, parce que c'est lui qui nous accompagne et surtout nous aide à trouver les chantiers sur lesquels on peut déposer des matériaux puis les reposer, puisqu'effectivement, on travaille au niveau bâtiment, c'est-à-dire qu'on s'est dit, voilà, on va prendre un bâtiment qui va faire l'objet d'une rénovation, puis un autre. Alors, ça sera, et aujourd'hui, c'est ce que sur les premières étapes qu'on a pu mener, ce sont bien des bâtiments différents, c'est-à-dire que ce n'est pas ce qu'on appelle le réemploi in situ, c'est vraiment, je suis dans un bâtiment, je dois déposer des matériaux, et puis je vais les transporter vers un site où on va pouvoir effectuer un contrôle qualité. Hein. C'est pareil, Mickaël a parlé de ce sujet de la conservation de la qualité, ou en tout cas d'être capable de l'évaluer. Quelle est la qualité résiduelle des produits lorsqu'on les dépose? Et donc, il y a ce sujet de contrôle qualité et éventuellement un sujet aussi de remanufacturing, de remise en état. Donc, ça peut être des sujets esthétiques ou autres. Et donc, ça nécessite du temps et donc de prévoir un stockage, de prévoir un endroit où on peut avoir ces matériaux et puis faire ces actions de contrôle. Et puis ensuite, une fois que les matériaux, on va dire, sont jugés bons pour réemploi, et toute la question est de savoir ce que ça veut dire, bon pour réemploi, eh bien, on va les réinstaller dans un nouveau bâtiment. Donc, tu peux passer à la suivante, Marie. Donc là, vous avez le planning du projet dans son ensemble. Alors, il vous manque en fait une année, parce que c'est un projet de 4 ans qui a donc démarré en octobre 2023, qui va se terminer fin septembre 2027. Mais pour nous, les années opérationnelles, c'est-à-dire que les années où on considère que nous allons dans un premier temps faire les déposes, donc vous voyez, on a déjà fait une opération de dépose cette année. On va en enchaîner encore quelques-unes sur la fin de cette année 2024 et tout début 2025. Comme on vous l'a expliqué à l'instant, nous allons travailler sur les produits et donc procéder à toute une étape de reconditionnement et de contrôle qualité. Et ensuite, ces produits, donc faux plafonds et cloisons, vont être réinstallés dans des nouveaux bâtiments. Et alors évidemment, on fait ça d'une manière beaucoup plus lente que d'habitude, tout simplement parce qu'on doit prendre le temps de tout mesurer. C'est-à-dire que la question est de savoir combien de temps faut-il pour déposer, mais quels sont les protocoles de dépose? Est-ce qu'il y en a qui sont plus efficaces que d'autres? Qu'est-ce qui se passe quand on dépose? Et ces questions-là, eh bien, en fait, on se les pose à chaque étape. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a réussi, par exemple, sur les faux plafonds, où là, vous avez une image de cloison, à enlever les éléments, comment on va les conditionner? Est-ce qu'on les conditionne comme le neuf? Oui, non. Est-ce qu'on doit ajouter des éléments? Est-ce qu'il y a des problématiques de transport qui sont spécifiques au fait que c'est un produit de réemploi? Comment aussi réagit le site? Parce que si ce n'est pas dans ses habitudes, eh bien, il faut qu'on arrive à dialoguer avec tous les acteurs, hein, puisqu'aujourd'hui, vous avez quand même un écosystème du réemploi qui est en train de se monter, mais donc tous les acteurs ne sont pas encore compétents pour ces systèmes de dépose. Et donc, on analyse de manière extrêmement précise toutes les étapes. À nouveau, sur la partie, je ne reviens pas parce que Marie va le développer, ce qu'on fait en contrôle qualité. Et ensuite, on aura toute la partie repose, parce que là, c'est pareil, on va venir d'une certaine manière perturber ou en tout cas modifier l'écosystème, puisque d'habitude, quand vous posez un produit neuf,
vous êtes dans la plupart des cas en fourniture et pose. Là, vous avez en fait une pose d'un côté et un produit réemployé qui arrive de l'autre. Donc parfois, c'est le même acteur qui peut proposer les deux comme dans le neuf. Parfois, ce sont des acteurs différents. Et donc, on va aussi s'intéresser à quelque chose de très important qui est la perception et l'acceptation en fait du client et de l'utilisateur, parce que parfois ce sont ce sont deux choses différentes. Et donc, on va mener des études de manière très précise pour regarder ce qui se passe, comprendre et surtout, vous l'avez compris, comme c'est un projet qui est financé par l'Europe, l'idée c'est vraiment de faire partager, enfin, de partager à tous les résultats pour qu'en gros, on puisse tirer des enseignements et les partager pour arriver à faire progresser la filière. Bien évidemment, et c'est ce que vous voyez en bas de la petite slide, sur la partie contrôle qualité, on a des questions de performance, mais on a aussi des questions de qualité de l'air, etc. On va vraiment aller sur des contrôles très poussés sur les produits pour savoir finalement dans quel état ils sont quand on les dépose pour réemploi. Alors ensuite, on a la dernière slide pour moi. On a déjà identifié sur toute cette partie opérationnelle des vraies questions. Par exemple, on se dit aujourd'hui, pour éviter des démontages éventuellement qui pourraient prendre un petit peu plus de temps et donc qui pourraient éventuellement coûter un peu plus cher de produits qui derrière ne pourraient pas être réemployés, la question c'est de savoir si on serait capable d'identifier lorsque les produits sont encore posés, sous-entendu quand on ne les a pas encore déposés, est-ce qu'on est capable d'identifier la réemployabilité du produit? Donc, on travaille sur ces sujets-là de diagnostic sur site. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de démonter inutilement pour réemploi? Ensuite, comme je vous l'ai expliqué, on travaille tout le sujet de la dépose parce que on a un équilibre à trouver entre la vitesse et la qualité. C'est principalement une question économique. Plus ça va vite, moins ça coûte cher. Mais si derrière, on ne peut plus rien faire des produits parce qu'on est allé trop vite, il faut positionner le curseur au bon endroit. Et donc, on travaille vraiment ces sujets-là sur la partie dépose et tri, parce que finalement, on se rendre compte qu'on a un deuxième tri à effectuer une fois qu'on a déposé. Et pourquoi on doit éventuellement trier à ce niveau-là? Tout simplement pour éviter un transport inutile. La question, c'est vraiment d'arriver à être très efficace sur la filière pour que économiquement elle soit viable, hein. Je pense que je vous apprends rien en vous disant que c'est un des enjeux du réemploi. Ensuite, on va avoir un sujet de préservation du matériau. Donc là, la question, c'est vraiment d'empêcher qu'il soit abîmé pendant les étapes de transport. Et à nouveau, si on doit faire des contrôles qualité et repeindre des éléments, les nettoyer ou les recouper ou je ne sais quoi, on va encore avoir là une question d'équilibre entre toutes les étapes qu'on va devoir mener pour ramener un produit à une acceptabilité pour une repose dans un bâtiment et combien ça va coûter. Donc ça, c'est l'angle sur lequel on travaille. Et puis le dernier, évidemment, c'est quand on va réinstaller le produit. Bien évidemment, on doit réinstaller un produit qui a des performances et donc il faut arriver à documenter ces performances. Vous l'avez en dessous sur toute la longueur du projet, quelque chose qui va être extrêmement important, c'est la traçabilité. Alors d'une part parce que, comme je vous l'ai dit, on a des analyses extrêmement précises, donc nous on a absolument besoin de savoir ce bout de métal, il est parti de tel endroit, on lui a fait ça et on l'a reposé à tel endroit, parce qu'il faut qu'on soit capable de faire un bilan complet. Mais au-delà de ça, on a des sujets éventuellement d'assurance, etc. Et la traçabilité, elle permet ça. Sans traçabilité, pour nous, le réemploi, et on pourra en discuter, ce sera intéressant d'avoir votre vision, n'est pas possible. Et puis, à nouveau, on a deux études au long cours pendant tout le projet. La première, c'est sur l'acceptation sociale, comme je vous l'ai dit, et la deuxième, c'est bien évidemment l'analyse de cycle de vie. Vous savez qu'en France, on part du principe qu'un produit réemployé compte pour zéro, en tout cas dans la RE 2020. Mais en fait, ce n'est pas réel. Il y a quand même quelques étapes et vous les avez à l'écran. On va quand même transporter le produit, éventuellement on va le modifier. Et donc dans Drastic, nous nous attacherons à faire l'analyse de cycle de vie réel des produits réemployés pour être capable d'apporter des chiffres plus détaillés que ce qu'on pratique aujourd'hui. Et à toi, Marie, pour la partie plus R&D. Donc, comme Maïté vous l'a expliqué, donc il y a vraiment la mise en action des business de Saint-Gobain par Maïté pour essayer de voir les différentes étapes
et identifier là où il y aurait une équation économique et circulaire au réemploi. Et en fait, tout au long de ces étapes-là, il peut y avoir des outils, des analyses du point de vue recherche qui vont être nécessaires. Typiquement, dans les choses qu'on va regarder, c'est déjà quel est aujourd'hui pour un produit neuf, qu'est-ce qui est demandé en termes de normes, de certification, où en est-on, quel est l'état des lieux. Ensuite, évidemment, dans l'équation rapidité, qualité, bah, évidemment, on va se poser la question comment on peut requalifier ces matériaux. Donc, c'est quoi les bonnes règles en termes d'échantillonnage? Quels sont les tests les plus intéressants? Et c'est vrai qu'on va s'attacher en tant que nous, fabricants de matériaux de construction, on a une connaissance de nos produits qui nous permettent de regarder les certifications et de se dire, bah, finalement, quel test je peux faire à l'échelle matériaux, quel test je peux faire à l'échelle matériaux sur le site avant démontage ou après démontage, qui vont me permettre de prédire qu'est-ce qui va se passer lors d'un test de certification, de faire le lien et d'être sûr que, en termes de qualité, on ne va rien louper. Donc ça, c'est un travail qui est mené par les équipes de Saint-Gobain Recherche. Et on va, comme vous le voyez là sur les flèches qu'on a essayé de vous matérialiser sur ce slide, c'est vraiment une approche à la fois scientifique, mais aussi qui a besoin de faire des itérations pour vraiment bien scoper notre protocole de contrôle qualité. On va évidemment là, dans les premiers chantiers où on a pu déposer, on commence à avoir expérimenté nos protocoles de test. Et c'est vrai que c'est important de bien regarder ce qui se passe au moment de la dépose, au moment du transport, au moment de la remise à neuf, et au moment de réinstaller, parce que finalement, au-delà des performances intrinsèques du matériau et de ces mécanismes de vieillissement, il y a différentes étapes qui peuvent aussi venir impacter le matériau. Et donc, du coup, toutes ces étapes vont être regardées avec attention. Et l'avantage du projet européen, c'est qu'on va beaucoup plus lentement que la vraie vie. Et donc, ça nous permet d'itérer et d'accumuler de la donnée sur la compréhension des propriétés résiduelles des matériaux et des protocoles qu'on peut mettre en place qui nous permettent de, de, de proposer un matériau aussi bon qu'un neuf, ou alors peut-être d'un matériau qui, du point de vue fonctionnel, est suffisamment acceptable pour sa seconde vie ou ses cycles d'après. Et donc, on fait ça aussi du point de vue, voilà, on va dire, physique avec la mécanique, l'acoustique, la qualité de l'air, mais il y a aussi cette notion de confort. Sur lequel, pour nous, c'est très important chez Saint-Gobain, c'est-à-dire on doit apporter des matériaux qui apportent la fonctionnalité choisie et aussi un confort pour l'utilisateur. Et donc, il y a aussi les aspects observés pour les installateurs, les désinstallateurs, et pour les occupants du bâtiment final, voilà, comment ça se passe pour eux. Donc, il y a toute cette notion d'évaluation des performances et des perceptions du produit. Et comme vous vous en doutez, bah voilà, les aspects esthétiques dans le bâtiment, c'est vrai que quand vous êtes dans un bureau, vous n'allez peut-être pas être sur les mêmes critères que le critère qu'on va donner, nous, en tant que fournisseur de matériaux de construction en, en fin de ligne de production. Les enjeux ne sont peut-être pas les mêmes. Donc voilà, c'est tout ça qu'on essaye de regarder. Et c'est vrai qu'il y a l'angle d'acceptance sociale qui est là aussi. Donc on a notre sociologue à EGR Paris qui étudie tout au long du procédé. Les différentes étapes, en collaboration avec l'Université de Maastricht, qui eux aussi regardent tous les stakeholders qui sont impliqués pour essayer de mettre en avant peut-être des points durs ou des points facilitants qu'on n'aurait pas imaginés au démarrage.
Donc voilà. Et peut-être pour vous dire, à 1 an du projet, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a déposé notre premier chantier de partition pleine. Alors, ce qu'on appelle partition pleine, c'est plaque de plâtre, laine de verre. Oui, laine de verre. On va, d'ici la fin de l'année, déposer des partitions en verre et des faux plafonds d'ici début 2025. Et on a commencé à accumuler des données sur les protocoles et sur les performances résiduelles des matériaux. Et ce qu'on peut dire à 1 an du projet, c'est que comme vous a fait sentir Mickaël, ce qui est aussi très intéressant au-delà de ce qui est fait à l'échelle française, c'est les échanges qu'on a aussi avec les autres démonstrateurs qui nous permettent, même si c'est pas les mêmes cycles de vie, même si c'est pas les mêmes matériaux, même si c'est pas la même couche du bâtiment, des enjeux qui sont similaires sur les aspects d'assurance, de certification, de business model, de traçabilité, et puis aussi d'analyse de cycle de vie. Quand on raisonne euh, cycle de vie multiple, comment on met en avant et comment on calcule et comment on peut en tenir compte. Et c'est vrai que ce qu'on voit aussi à travers tous ces 5 démonstrateurs, c'est que on a vraiment besoin d'avoir plusieurs expériences à l'échelle bâtiment pour accumuler de la donnée, de l'expérience pour réitérer et identifier les business models et les outils qui nous aideront à mieux évaluer l'équation économique et la mise à l'échelle de ce type de, de, de fonctionnement dans le monde du bâtiment. Donc, je vérifie l'heure quand même, il est 14h30. Je vais arrêter de partager le PowerPoint pour pouvoir voir dans le chat si vous avez des questions. On sera ravis avec Maïté d'y répondre. Si J'ai vous pris en en avez, charge une partie des réponses déjà. très bien. Et notamment, la question était, et donc en fait, la question, à mon avis, précédait ce que j'ai dit sur les ACV. Donc, il y avait une question sur comment on pouvait valoriser les actions, etc. Et donc, j'avais bien expliqué qu'on réalisait une ACV. Une question un petit peu plus technique sur comment on évalue le crédit carbone du faux plafond qui est déposé avant la fin de sa durée de vie. Donc, on n'était pas parti sur cette analyse-là. Alors, il y a des outils qui existent, et notamment, on connaît bien toutes les méthodes qui permettent de calculer la vie restante du produit et donc ce type de calcul. Aujourd'hui, l'idée, c'est de comparer ce qui se passe en neuf avec ce qui se passe quand on réemploie. Et donc, on est de manière un peu brute, je vais le dire comme ça, mais parce qu'on souhaite être détaillé, on dit, ben voilà, le poids carbone du produit, si on l'installe dans un bâtiment, c'est tant. Et puis, si on prend le même issu du réemploi, en suivant les étapes que nous, on a menées, parce que ça peut différer un peu, eh bien, c'est tant. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est de faire ça, c'est de démontrer ce qu'on sauve en carbone, mais aussi en matière, etc., quand on fait du réemploi. Donc, on n'est pas sur une notion de, enfin, voilà, quelque part, par différence, on est capable de calculer combien ça fait économiser de carbone et cette notion de crédit. Mais voilà, tout simplement, j'espère que ça répond à la question. N'hésitez pas à lever la main si vous voulez qu'on en discute. C'est parfois plus simple qu'à l'écrit. Et donc, l'autre question, c'était comment, comment on choisissait nos chantiers. Donc là, la réponse est extrêmement simple. Dans le projet drastique, on a très bien décrit ce qu'on souhaitait faire, on a un planning, on a des matériaux, etc. Bref, on a tout un tas de contraintes qui se chargent de choisir pour nous les chantiers quelque part, puisqu'une fois qu'on a sommé les contraintes, on n'a plus énormément de possibilités pour choisir les chantiers. Donc, c'est clairement avec cette démarche-là. Après, je vois une question, j'ai compris que vous étudiez la cloison, le faux plafond, tout à fait. Quid du vitrage? Alors aujourd'hui, sur les cloisons modulaires, alors d'ailleurs, je ne l'ai peut-être pas très bien expliqué, donc on parle bien de cloisons modulaires, on ne parle pas de cloisons fixes. On est bien sur voilà, ces cloisons de bureau typiques. On s'intéresse aux cloisons modulaires en verre ou en plâtre. Donc on a bien une étude sur le vitrage et donc la vitre qui est dans la cloison modulaire. Et c'est Et peut-être je ce vois. que j'ai mal expliqué tout à l'heure sur le fait qu'on a notre première expérience
de collecte des partitions opaques et que là, les partitions en verre, on a déjà identifié les outils dont on aurait besoin pour le faire proprement et ça sera fait d'ici la fin de l'année. Donc voilà, donc en effet, ça concerne aussi alors, les partitions en verre, mais comme disait Maïté, c'est modulaire. Donc on parle vraiment là des De gammes. cloison, voilà, on n'est pas en train de parler de fenêtres, hein, on est bien à Oui. l'intérieur du bâtiment. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Alors en fait, c'est étonnant parce que je pense que je ne vois pas l'ensemble des questions et je n'ai D'accord. même plus droit d'envoyer de messages. C'est très bizarre ce Teams. Bon, tout à fait. Écoute, moi, J'espère que j'ai la conversation, Marie, ouais, donc ça fonctionne. c'est très bien. Bon, de toute façon, vous avez nos coordonnées et ce webinaire, ce n'est que le premier. Vous allez voir qu'après, on va vous proposer d'autres collaborations et donc on sera ravis de rentrer dans les détails avec vous. Et c'est plutôt une réunion d'amorçage aujourd'hui. Mmh. Donc voilà, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous après, quoi qu'il en soit. Ah, quel moyen Hem, identifier Ah, voilà les questions qui arrivent, génial. Quel moyen identifier à une échelle locale, française, européenne pour faire connaître un stock et certifier les propriétés des produits? Oui. Alors, ça, c'est des vraies questions aussi, que nous, on n'adresse pas directement dans Drastic. C'est plutôt dans voilà, c'est la sphère, la sphère organisationnelle. Nous, on est quand même plus modeste, c'est-à-dire qu'on travaille à l'échelle des chantiers. Pour autant, pour la réussite du réemploi, moi, je partage votre question, c'est-à-dire que ça me semble extrêmement important d'arriver si on veut massifier, il faudra qu'on ait, sans doute des filières, bien identifiées avec des relais. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup d'initiatives locales et qui sont souvent, à des échelles, totalement logiques, de territoires assez restreints, heu, parce que, dès qu'on doit transporter et cetera, enfin voilà, les coûts peuvent monter très vite. Donc ça, c'est une première question, c'est est-ce qu'il faut un réseau plutôt local? Est-ce qu'il faut un réseau plutôt, national, voire même européen? Donc ça, c'est des vraies questions et je pense que ça mérite quelques études et de dépasser sans doute l'échelle à laquelle aujourd'hui on fait les tests et à nouveau, nous, on fait les tests entre voilà, un bâtiment et un autre. Donc c'est pareil, si vous avez des idées d'initiatives, on sera très intéressés pour les partager. Comment certifier les propriétés des produits? Eh bien, je dirais que vous avez toutes les normes du neuf et que vous pouvez toujours faire repasser, aux produits réemployés, les analyses du neuf. Aujourd'hui, c'est pas forcément facile de le faire, mais en tout cas, c'est le réflexe que vous pouvez avoir, sachant que ça implique quand même, dans la majorité des cas, des tests destructifs. Et donc, il y aura tout de suite une question d'échantillonnage, c'est-à-dire que si vous voulez, contrôler 100 de votre stock, eh bien, vous allez détruire 100 de votre stock. Donc ça, il y a des vraies questions d'échantillonnage, mais aujourd'hui, on a pour l'instant les normes du neuf pour, tester la qualité. Ensuite, effectivement, Calibat, qui signale que, ça les intéresse beaucoup d'avoir les enseignements de l'expérimentation pour les intégrer dans une qualification. Ça, c'est quelque chose de très intéressant et on voit vraiment justement que les filières se structurent. Calibat vient de sortir une nouvelle qualification des constructions sélectives des bâtiments et ça, on voit bien que ça participe aussi à toute la massification dont on parlait. C'est que ces gestes de déconstruction, s'ils sont optimisés et cetera, eh bien, la filière n'en sera plus que efficace dans sa globalité et donc bien évidemment, on partagera, c'est ce qu'on a dit et c'est l'objet d'un projet européen, c'est de pouvoir, mettre à disposition les résultats pour intégration dans cette qualification. Comment avez-vous déterminé l'échantillon permettant de requalifier le produit d'un lot à réemployer? Eh bien, c'est ce qu'on a fait. On s'est basé sur les normes du neuf et sur le savoir-faire. L'avantage, c'est que quand on est fabricant de produits, on connaît bien ces sujets de qualification. Et aussi, il y a aussi un aspect, c'est vrai que les normes du neuf sont généralement, voilà, sur des systèmes complets. Comme nous, on connaît bien les différents éléments, du système, on peut faire l'analyse de risque et pouvoir aussi faire le lien entre, les performances qu'on va mesurer sur le matériau seul versus ce qu'on va, obtenir à l'échelle système pour le neuf et quels sont les points faibles et les points sur lesquels il faut être particulièrement attentif.
là, je parle de mécanique et d'acoustique pour lequel on peut à la fois aussi faire des simulations à partir de données qu'on va prélever sur le matériau qui va être prélevé. Maïté, je te laisse voir les questions vu que je ne les Plus de vois pas. questions, Marie. Super, ben écoutez, merci pour vos questions, parce que voilà, c'est toujours très instructif de pouvoir partager avec l'ensemble des acteurs sur les enjeux, les questionnements, et on sera ravis de continuer la discussion. On va donner maintenant la parole à Alliance HQE et à Anan. Donc je vous laisse la main, j'espère qu'on n'aura pas de problème cette fois-ci. Juliette, Marie, merci. Gwen. Oui, Je vais peut-être juste démarrer le petit sondage. oui, super. Donc, vous avez un sondage qui devrait apparaître, le voilà. Donc, n'hésitez pas à y répondre. Il est apparu dans le chat et c'est un enchaînement de 6 questions. Et notamment, on vous demande si vous seriez intéressé de continuer à participer à nos travaux. Et donc, n'hésitez pas à y répondre. Merci Maïté, merci Marie. Je suis Rachel Charmand, directrice de l'Alliance HQE-GBC. Et avant de laisser la parole à Anan, je vais peut-être dire un mot introductif sur l'Alliance HQE-GBC, puisque nous sommes également partenaires du projet Drastic et sommes ravis d'être à vos côtés sur ce projet. Donc, l'Alliance HQE-GBC est une association reconnue d'utilité publique qui a été créée en 1996 et qui rassemble l'ensemble de la chaîne de valeur des professionnels du bâtiment et de l'aménagement durable qui souhaitent co-construire des réponses adaptées aux enjeux de transition environnementale selon la démarche HQE, qui est une démarche qui est construite selon une vision globale, transverse, multicritère, qui s'appuie sur l'équilibre entre 4 engagements indissociables, qui sont la qualité de vie, le respect de l'environnement, la performance économique et le management responsable. Il s'agit d'une démarche volontaire qui peut être une première étape avant une démarche de certification HQE qui est délivrée par des organismes certificateurs qui sont CERCAL pour le résidentiel et Certivea pour le tertiaire, l'aménagement et les infrastructures. Nos missions consistent à la fois à mener des expérimentations et des programmes de recherche pour aider à anticiper les enjeux de transition environnementale et les réglementations, élaborer des méthodologies, qu'il s'agisse de cadres de référence, puisque nous avons un cadre de référence dans le bâtiment, un autre dans l'aménagement durable, des cadres de définition sur l'adaptation au changement climatique et l'économie circulaire, j'en parlerai tout à l'heure, des guides également d'accompagnement. Et toutes nos ressources sont disponibles sur notre site internet en accès libre, donc n'hésitez pas à aller les consulter. L'Alliance HQE-GBC est également propriétaire et gestionnaire de la base IGNIES, la base des données environnementales et sanitaires des produits de construction, et opérateur du programme IGNIES. Et elle est également membre français du World Green Building Council, qui est également partenaire du projet Drastic. Et donc, en effet, l'Alliance HQE-GBC a commencé à se pencher sur les sujets d'économie circulaire dès 2018, via, dans un premier temps, l'élaboration d'un cadre de définition pour le bâtiment, que ce soit neuf et existant, qui propose 15 leviers pour agir. Et l'Alliance HQE-GBC a ensuite participé à plusieurs tests HQE Performance, dont la troisième phase est en cours actuellement, pour expérimenter à grande échelle un outil de calcul d'indicateurs d'économie circulaire pour évaluer un projet de conception de bâtiment neuf, l'outil GEM, GEM pour gestion et modélisation de la matérialité pour une économie circulaire.
Et donc, ce test HQE Performance est en cours. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous le faire savoir via le chat, par exemple, ou sinon, sur le site Internet de l'Alliance, vous avez toutes les informations et le formulaire pour vous inscrire. Et nous sommes également copilotes du GT6 économie circulaire du projet CAP 2030, aux côtés du CSTB notamment, dont le travail de la première année a abouti à l'élaboration d'une méthodologie pour la prise en compte de l'économie circulaire intégrant les problématiques d'optimisation des flux de matière, de démontabilité des composants, de conception évolutive de l'ouvrage et de circularité, toujours à l'échelle de l'ouvrage. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire sur l'Alliance. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Nan El Hayek, responsable de domaine territoire et finances durables chez Certivea et référente finance verte et taxonomie pour l'Alliance HQE-GBC. Il est important de dire aussi que l'Alliance sur ce sujet de la taxonomie avec Certivea et Cercal a mené en 2022 une étude qui démontre que les certifications HQE aident les entreprises à répondre aux obligations de la taxonomie. Et Anan, en tant que spécialiste de ce sujet et référente au sein de l'Alliance, pilote plusieurs initiatives sur la vérification de la taxonomie européenne et la certification de bâtiments verts HQE. Et elle siège dans un certain nombre d'instances européennes. Alors, je ne vais peut-être pas toutes les citer, mais voilà, elle est présente dans plusieurs instances et elle contribue également à la rédaction de nombreuses publications et initiatives européennes et internationales, dont par exemple le guide de la finance durable qui vient de sortir, qui a été co-rédigé avec les GBC américains, australiens, singapouriens et l'Alliance HQE-GBC, et qui propose des méthodes innovantes qui permettent d'accélérer la décarbonation de l'ensemble du parc immobilier grâce à des politiques plus robustes et adaptées, des normes et des standards internationaux de décarbonation et des mécanismes de financement durable qui soient largement accessibles aux différents propriétaires de bâtiments. Voilà, Anan va maintenant vous présenter les grands principes de la taxonomie verte européenne avec un focus sur l'économie circulaire. Et la taxonomie est en effet un sujet important qui monte, qui est souvent perçu comme une couche de complexité supplémentaire par tous les acteurs du marché. Et donc, on est tout à fait dans notre rôle en tant qu'Alliance pour sensibiliser et accompagner les professionnels dans leur montée en compétences sur ce sujet. Voilà, je te laisse la parole à Nan et merci à tous de votre attention. Oui, merci beaucoup Rachel. Donc effectivement, on va passer de l'échelle produit, on va repartir à l'échelle ouvrage et plutôt faire un zoom out aussi au niveau des réglementations pour pouvoir parler un peu de la taxonomie européenne. Donc, il faut commencer par où tout commence, le pacte vert pour l'Europe, dont les objectifs effectivement sont le financement de la transition vers l'économie durable, orienter les capitaux vers des activités et des actifs durables sur le plan de l'ESG, lutter contre le greenwashing, donc tout ce qui est des déclarations vertes qui ne sont pas réelles. Et ça ne peut se faire qu'en améliorant la fiabilité et la comparabilité des informations sur la durabilité. Et ça nous ramène aussi à l'importance de tout ce qui est data et de tout ce qui est chiffres qui sont effectivement partagés. Engager les entreprises à intégrer la notion de durabilité dans la gestion de risques, au niveau du fonctionnement global pour rendre l'économie et la finance plus résilientes et une mise en place de normes internationales et un système international de finances durables qui va fournir aux acteurs de la chaîne une compréhension commune et un langage commun. Donc, dans le cadre de ce pacte vert, quand on parle des acteurs dans ce cadre-là, on est effectivement, on fait face à un nouveau cadre réglementaire qui est assez compliqué. Donc, on entend de plus en plus parler de la CSRD. La CSRD qui concerne notamment les entreprises, c'est le reporting durable qui doit être fait par les entreprises, qui devient aujourd'hui un cadre obligatoire. Dans le cadre du reporting CSRD, il y a une partie du reporting qui est liée
à l'alignement ou à l'éligibilité avec la taxonomie et d'autres informations qui sont liées à des aspects ESG. Et on entend aussi parler de plus en plus des ESRS. Pourquoi on les mentionne rapidement? Parce qu'il y a effectivement des critères spécifiques qui sont liés aussi à l'économie circulaire, qui sont dans la ESRS E5, qui visent aussi toujours à faire un reporting particulier qui concerne les impacts matériels, les risques et les opportunités qui découlent de l'utilisation des ressources et de l'économie circulaire. Donc, ça resynthétise dans un cadre réglementaire et dans un cadre de reporting tout ce travail technique qui est fait et effectivement dont on aura besoin au niveau du reporting extra-financier qui va concerner plutôt les opérations des différentes entreprises. Et effectivement, ce sera de plus en plus complexe pour les industriels, comme tout ce qui a été dit, en complément de toutes les réglementations et de toutes les normes qui doivent être effectivement suivies. Il y a cette couche complémentaire de reporting qui vient, si vous voulez, consolider l'ensemble de ces éléments qui concernent l'opération de ces entreprises. Après, il y a la SFDR, donc ce reporting extra-financier des entreprises qui va comporter les informations ESG et les pourcentages de KPI financiers liés à la taxonomie. Ils vont être utilisés effectivement par les consommateurs et par la société civile, mais surtout, et ce qui est le plus important, par les marchés financiers, par les institutions financières qui, de leur côté, devraient faire aussi un reporting qui devient des déclarations réglementaires obligatoires, tout ce qui est lié aux produits à caractère ESG dans le cadre d'investissement durable et les produits investissements durables qui sont alignés avec la taxonomie. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure le langage commun. Donc aujourd'hui, ce qui va lier le reporting extra-financier des entreprises et le reporting des institutions financières, c'est effectivement ce langage commun de la taxonomie verte européenne qui vient définir les activités durables. Alors, la taxonomie, c'est effectivement une pièce centrale du cadre réglementaire qui va servir à faire la classification des activités économiques selon leur impact environnemental pour pouvoir déterminer quelles sont les activités les plus durables et effectivement favoriser les investissements vers des activités plus durables. Tout ce système fonctionne parce qu'effectivement, comme les institutions financières ont également intérêt à faire du reporting sur des pourcentages ou sur des indicateurs financiers élevés par rapport à leur investissement durable, effectivement, ils devraient aller chercher les entreprises qui ont de leur côté les activités qui sont les plus durables et qui sont définies par les critères de la taxonomie. Donc, les investissements vers les activités durables, ce qui définit les activités durables au niveau de la taxonomie, c'est effectivement des activités qui contribuent aux objectifs environnementaux qui ont été fixés par la Commission européenne et qui sont à ce jour 6. Donc, il y a les objectifs climatiques qui concernent l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Il y a l'utilisation durable des sources aquatiques, la prévention de la pollution, la protection de la biodiversité des écosystèmes et surtout la transition vers l'économie circulaire. Et ce que je souhaite aussi préciser, c'est que, non, je préciserai plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on tient à dire quand on dit activité éligible ou activité alignée? Donc, il y a un arbre qu'on peut appeler arbre de décision. Il y a effectivement des critères de présélection pour l'activité économique pour savoir si l'activité de l'entreprise peut ou non être alignée avec la taxonomie. Et donc, ça s'appelle les critères de présélection et l'éligibilité. Je peux vous donner un exemple d'une activité qui n'est pas éligible à la taxonomie européenne, comme par exemple la production d'énergie en utilisant les énergies fossiles. Un exemple d'activité éligible et qui nous concernerait plus que d'autres, c'est la construction de nouveaux bâtiments, la rénovation de bâtiments existants et l'acquisition et propriété de bâtiments. Donc, une fois qu'on a défini l'activité éligible,
il faut voir si l'activité contribue substantiellement à un des objectifs environnementaux et si l'activité respecte les exigences DNSH ou Do No Specific Harm. La taxonomie est un système, ou plutôt le dispositif de la taxonomie, c'est vraiment basé sur un type de garde-fou. Donc, il y a la contribution substantielle. Donc, on contribue substantiellement, par exemple, à l'économie circulaire, mais tout en contribuant à l'économie circulaire substantiellement, il faut quand même faire attention au reste des critères, comme l'atténuation au changement climatique, l'adaptation au changement climatique, la pollution, les ressources aquatiques et même la biodiversité. Pour savoir si on est conforme avec les critères techniques, il va falloir effectivement consulter la Taxonomy Compass, qui est une publication de l'Union européenne et dans laquelle on peut trouver la liste des critères techniques qui définissent si l'activité est effectivement donc contribue substantiellement et respecte les exigences des NSH. Et c'est un dispositif qui est basé sur le concept du tout ou rien, c'est-à-dire soit on est conforme avec l'ensemble des critères techniques, contribution substantielle plus DNSH, et donc on est aligné, et soit même si on manque un seul critère, c'est-à-dire que l'activité n'est pas alignée. Il y a également le respect des garanties minimales sociales. Ce sont des garanties minimales qui concernent le respect des grands textes des droits de travail. A priori, pour la France, il n'y a pas beaucoup de difficultés à respecter les garanties minimales, puisque de toute façon, l'ensemble de ces textes est vraiment dans la loi. Et donc, il y a très, très peu de cas exceptionnels où il y a des garanties minimales qui ne sont pas respectées. Donc, une fois qu'on a respecté l'ensemble de ces critères et la conformité technique et les garanties minimales, on peut savoir ou on peut vérifier que l'activité est effectivement alignée. Et là, on passe au reporting des KPI financiers. Donc, il y a tout ce travail technique qui se fait en arrière-plan. Après, au niveau du reporting ou au niveau de ce qui est déclaré et divulgué, c'est des indicateurs de performance financiers qui considèrent les pourcentages de chiffre d'affaires, de CAPEX et d'OPEX qui sont donc reportés et divulgués pour montrer quel est le pourcentage des activités économiques qui respectent les critères de la taxonomie. Il n'y a pas aujourd'hui de critères minimums qui sont définis au niveau de quel pourcentage il faut respecter pour être bon. Ça n'existe pas encore. Je pense qu'avec le temps, ça pourrait venir, mais pour l'instant, ça n'existe pas. Ce que je voulais préciser tout à l'heure et que je précise maintenant, c'est que le calendrier de ces obligations de reporting aujourd'hui, c'est un calendrier qui va crescendo au niveau des obligations, c'est-à-dire au niveau de ce qu'on devrait reporter et au niveau des acteurs qui sont concernés. Quand tout a commencé début 2023, c'était uniquement les grands acteurs avec des grands chiffres d'affaires et avec, par exemple, plus de 500 salariés. Mais à partir de 2026 ou de 2027, ce serait également les PME qui ont plus que 50 salariés. Donc, on voit que les obligations augmentent au niveau de ce qui doit être reporté aussi, parce qu'au début, les entreprises devaient juste reporter leur pourcentage d'activités éligibles, c'est-à-dire on identifie uniquement si on a des activités qui sont pas éligibles et puis on reporte le pourcentage d'éligibilité. Mais après, avec le temps, on devrait effectivement reporter également le pourcentage d'activités qui sont alignées avec la taxonomie. Pour donner un exemple précis, par exemple, sur la différence entre la contribution substantielle et DNSH et pourquoi on parle dans la taxonomie objectif économie circulaire. Parce que la contribution substantielle, c'est vraiment des critères qui sont très ambitieux pour qu'on puisse dire que l'activité contribue d'une manière très significative à l'atteinte des objectifs environnementaux, alors que le DNSH, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment des critères qui nous permettent de ne pas être nuisibles à l'atteinte des objectifs environnementaux. Et ça fait toute la différence parce que, par exemple, au niveau de l'économie circulaire, le DNSH, par exemple, le critère de conformité
au niveau de l'économie circulaire, donc le DNSH, économie circulaire pour les activités de construction et de rénovation, constitue une gestion et un recyclage des déchets à 70% avec la valorisation matière du remblayage qui est inclus, et la conception circulaire pour l'adaptabilité et la déconstruction. Alors que si on passe à la contribution substantielle, on est, pour commencer par une comparaison directe, gestion et recyclage des déchets passe à 90% et une valorisation matière de remblayage exclue. Il y a également tout ce qui est ACV et potentiel de réchauffement global. Il y a la conception circulaire pour l'adaptabilité et la déconstruction qui revient. Et en plus, il y a la minimisation de l'utilisation des matières premières, primaires, et une documentation pour la réutilisation et la maintenance. Donc, on doit vraiment prendre en compte le fin de vie. Donc, l'objectif économie circulaire de la taxonomie, ça regarde vraiment le bâtiment, c'est-à-dire l'économie circulaire sur la chaîne du bâtiment lui-même, l'économie circulaire au niveau de chacun des éléments du bâtiment, comment chaque élément du bâtiment peut être réutilisé, démonté, comment on peut avoir une extension verticale, horizontale, changer d'usage du bâtiment. Tout ce qui concerne les éléments, ça doit également être pris en compte. Et on passe même aux produits de construction. Donc, tout ce qui a déjà été évoqué, par exemple, au niveau des produits de construction par rapport aux industriels, ça rentre également parce que quand on parle de la minimisation de l'utilisation des matières premières primaires, il y a pas mal de critères qui concernent les pourcentages de matières recyclées à l'intérieur de ces produits de construction utilisés pour fabriquer les éléments de construction. Et effectivement, donc, que ce soit au niveau de la construction, de la vie de l'ouvrage, de la réhabilitation, d'une deuxième vie de l'ouvrage potentielle qui devient de plus en plus recommandée et qu'on doit prendre en compte depuis la conception et même la fin de vie, l'objectif, c'est effectivement de pouvoir, au niveau des déchets qui sortent de chacune de ces étapes du cycle de vie d'un bâtiment, de pouvoir à chaque fois prévenir autant que possible la production de déchets, de préparer à chaque fois pour réutiliser, de recycler quand c'est possible, d'exploiter quand c'est possible, pour avoir un minimum, le minimum possible de déchets qui sont générés à chacune de ces étapes, ou plutôt à chaque élément, à chaque phase du cycle de vie du bâtiment. Et tout cela doit être pris en compte aujourd'hui au niveau de la conception du bâtiment, au niveau de la prescription des éléments et des produits de construction qui peuvent être utilisés au niveau du bâtiment. Et si toute la conception se fait comme il faut, si on a toutes les bonnes idées pour le faire, il faut également que le marché puisse fournir assez de produits de construction et assez d'éléments pour qu'on puisse réaliser ces conceptions et mener à bien cette transition vers la circularité des bâtiments. Une étude qui a été menée par le DGMB, je pense vers fin 2023, démontre que le marché aujourd'hui n'est pas encore prêt à s'engager dans la transition complète vers l'économie circulaire au niveau des bâtiments. Pour la raison que je viens de dire, c'est qu'aujourd'hui, on ne trouve pas des fournisseurs qui sont capables de fournir ce qu'on prescrit, et que si jamais on passe à une prescription et qu'on trouve les fournisseurs, c'est toujours avec un coût supplémentaire qui est assez élevé. Donc, Mickaël, au début, il a bien souligné qu'il faut changer ce principe de les voir comme un coût supplémentaire et de les voir plutôt comme un investissement, puisqu'on est dans un cycle circulaire. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a cette résistance du marché et ce besoin donc de sensibiliser sur ce principe de l'économie circulaire
et sur ce principe aussi de circularité d'investissement au niveau de ce qu'on peut avoir dans les bâtiments. Donc, comme l'a bien dit Rachel aussi, il y a pas mal d'initiatives aujourd'hui qui essayent de concrétiser ce qu'on veut dire par économie circulaire et de mettre en place des indicateurs parce que plus on arrive à mesurer, plus on a des data, de la data, plus on est capable de mieux gérer et de mieux maîtriser par la suite. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est face à un grand défi sur ce qu'on peut donc faire et comment on peut évoluer dans ce cadre réglementaire qui est assez compliqué aujourd'hui. Donc, avec tous ces indicateurs qui doivent être finalement divulgués et reportés et qui entrent dans un cadre de reporting obligatoire. Et donc, voilà, le projet drastique, effectivement, commence à nous apporter des réponses pour qu'on puisse donc, entamer cette transition vers l'économie circulaire qui a finalement pour objectif aussi de rendre l'économie entière plus circulaire et plus résiliente. Merci beaucoup, Anan. Peut-être que tu pourras nous partager le lien vers la dernière étude du DGNB, justement sur ces effets de le marché qui n'est pas encore prêt. Je serais intéressée. Oui, il y a 2 liens que je pourrais vous partager, effectivement. Je ne sais pas s'il y a des questions entre-temps. Alors moi, je ne les vois pas, mais Maïté est là et Rachel, Juliette et Gwen. Je suis désolée, moi, je ne vois pas les questions en Non, fait. je ne vois pas de questions pour l'instant. On a juste un lien qui a été posé sur une étude de référence sur le sujet de l'économie circulaire qui doit être actif. Donc, soit j'étais très très claire, soit j'étais pas claire du tout. Et donc... Moi, j'ai trouvé ça très clair en tout cas. Ah ouais, moi, c'était extrêmement clair. Et en tout cas, voilà, c'est un gros sujet, mais... Non, mais en fait, c'était l'idée de cette intervention, c'est de remettre en perspective, en fait, le réemploi. On a l'impression de manipuler des choses extrêmement pratiques et de travailler de manière opérationnelle pour une filière, mais en fait, ça peut retentir de manière beaucoup plus large sur les entreprises parce qu'en fait, si je résume, et Anan, surtout, dis-moi si ce n'est pas ça, faire du réemploi sur son chantier, ça peut permettre d'atteindre des indicateurs et ça peut permettre d'avoir un pourcentage plus élevé d'activités qui contribuent substantiellement aux objectifs. Et donc, ça permet, entre guillemets, d'asseoir la solidité de sa société puisqu'il y a une répercussion directe avec les financements. On comprend bien que tous ceux qui aujourd'hui financent des projets immobiliers ont plutôt intérêt à aller vers des sociétés qui présentent des indicateurs élevés. Mais moi, j'irais encore d'une manière plus tranchante et plus exhaustive. Si on ne fait pas le réemploi et si on n'arrive pas à atteindre les objectifs d'économie circulaire, que ce soit c'est-à-dire soit le projet il a un objectif d'économie circulaire, on doit vraiment être en contribution substantielle. Mais même si ce n'est pas l'objectif principal, il faut quand même répondre au minimum DNSH, donc ne pas faire de préjudice important. Et si on n'arrive pas à le faire, comme je l'ai bien dit, c'est un tout ou rien. Donc, on est obligé aujourd'hui de mieux comprendre l'économie circulaire et de voir comment on peut répondre d'une manière pratique à ces critères de DNSH de la taxonomie un minimum. Donc, je ne dirais pas plutôt que ça va nous aider, je dirais qu'à un moment ou à un autre, ce sera obligatoire d'y aller dans le cadre de ce qu'on souhaite, comme vous le dites, si on souhaite voilà, d'améliorer la performance globale de l'entreprise. Je ne vois pas d'autres questions. Pour ma curiosité personnelle, Anan, du coup, là, ce que tu nous as présenté sur la taxonomie, la partie
contribution substantielle et DNSH, c'est actif depuis quand, en fait? Ah, t'as coupé ton micro. Dans Ah le oui, slide c'est juste marqué là. avant, Ah oui, oui, ah oui, alors les d'accord. annexes 1 et 2 sont sortis en juin 2021. Donc, dans les annexes 1 et 2, alors ça concerne vraiment les activités, je dirais, de l'immobilier, parce qu'il y a d'autres activités qui seraient potentiellement, donc, qui n'auraient pas ces objectifs. Mais pour les critères de l'immobilier en nouvelle construction, rénovation et acquisition, il y a l'annexe 1 et 2 qui comporte les critères de conformité pour l'atténuation et l'adaptation en contribution substantielle qui sont sortis en juin 2021. 2 ans plus tard, le 27 juin 2023, il y a eu la sortie de ce qu'on appelle voilà, l'annexe 3 ou le règlement délégué associé, où on peut trouver les critères de l'économie circulaire en contribution substantielle pour les activités de l'immobilier. Ok. Pour la conception circulaire, quand le sujet est subjectif pour le DNSH, alors ce que je pourrais dire qu'il y a aujourd'hui, je les ai dit un peu rapidement en passant, mais la possibilité, donc il faut prévoir en faisant la conception du bâtiment, il faut prévoir la possibilité d'avoir une extension horizontale, une extension verticale. Il va falloir aussi faire le choix parce qu'on demande aussi que le projet soit économe en ressources. Donc, plus on part vers des produits locaux, des produits recyclés, c'est-à-dire aussi ça va nous aider en DNSH. Par contre, en contribution substantielle, il y a des minimums, des pourcentages de recyclage qui sont à respecter d'une manière exhaustive. Il y a également l'adaptabilité, c'est-à-dire la possibilité aussi de changer le fonctionnement d'un bâtiment résidentiel en bâtiment de bureau et vice-versa, ou de pouvoir changer la destination finale du bâtiment. Donc, c'est ce qu'on pourrait aussi appeler une certaine réhabilitation pour le préparer à une seconde vie. Et effectivement, tout ce qui est en lien avec la démontabilité du bâtiment. Donc, il faut dire que si jamais on décide de mettre fin à la vie de ce bâtiment, il va falloir que la plupart, pour ne pas essayer de dire tout, parce qu'on n'est pas encore là, mais j'espère qu'on y arrivera, que la plupart des éléments du bâtiment soient effectivement démontables de manière à ce qu'ils soient soit réutilisés, soit réemployés dans d'autres sites ou même pour d'autres fins tout en démontrant toujours leur qualité pour cette prise en compte d'assurance et également pour ce que ça vaut, ça serait utilisé dans le reporting aussi. Donc tout ce qui est traçabilité de tout ce qu'on peut faire, c'est important parce que ça va aussi servir dans le cadre des reporting durables et des divulgations et des déclarations extra-financières qu'on va faire dans le cadre de la CSRD. Donc, ça aussi, c'est un peu circulaire, c'est-à-dire, voilà, comment ça fonctionne tous ensemble, mais c'est effectivement un sujet assez complexe. Je vais également vous partager un rapport qui est un peu pédagogique sur la taxonomie, parce qu'effectivement, on ne peut pas tout dire en 30 minutes. C'est effectivement appliqué à l'immobilier tertiaire, mais le concept s'applique sur tout l'immobilier a priori. Marie, il semble que nous n'ayons plus de questions.
Et les 2 liens ont été mis. On fera une synthèse, hein, avec les liens qui ont été transmis, les présentations. Oui, on vous enverra tous les documents, cités avec le lien du replay et l'ensemble des supports de présentation. OK, excellent. Est-ce qu'il y a d'autres, réactions? Ça peut enfin, n'hésitez pas à prendre directement, la parole. Personne encore a osé prendre la parole en direct, mais là, on a du temps pour le faire. Soyez à l'aise, ou même avoir vos réactions à chaud pour ce premier webinaire. Pas forcément, de ce que je comprends. On peut peut-être vous partager les prochains événements pour le projet aussi qui vont arriver. Donc, en fait, dans le cadre du projet, il y aura 3 webinaires en tout animés et on aura aussi des sessions de co-création. Donc, il y en aura un du coup le 10 février, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Sur tout ce qui est business model circulaire. Donc, on vous enverra les invitations bientôt. Ah, oui, Agnès? Ah non, peut-être vous avez levé la main et refermé la main, je ne sais pas. Oui, pardon, c'est pas Agnès, c'est Emmanuel. Je suis désolé. Ah, Il y a écrit Agnès, mais c'est le compte, c'est notre compte. Voilà, c'est pas grave. J'ai essayé de me connecter en fait pour essayer d'avoir les transcriptions anglaises. J'y arrive pas. ah Bon, oui. j'y arrivais pas. Bon, peu importe. Oui, j'avais une question par rapport à l'assurantiel et aux banques. Alors peut-être que vous l'avez dit, mais j'ai pas tout retenu. Comment vous intégrez l'assurantiel dans dans le recycling, dans le réemploi et de quelle façon, en tout cas, si vous y êtes arrivé, vous les avez sollicités et jusqu'où ils sont prêts à nous suivre en tant que maîtrise d'œuvre. Alors, j'ai un cabinet qui s'appelle Green Attitude dans la Mhm. région de Toulousaine. On a plusieurs actions sur le réemploi, Oui. avec beaucoup de difficultés, essentiellement même sur les matériaux, même si c'est peut-être moins grave, moins important que les équipements techniques, Mhm. sur la capacité d'un projet à se réinventer, quoi. Alors, in situ ou ex situ. Alors, du coup, je vais laisser ensuite la parole à Maïté, mais ce que je peux déjà dire, c'est que dans le cadre du projet, en effet, il a été identifié pour tous les démonstrateurs du projet que l'aspect assurance est très important. Et donc, du coup, dans l'advisory board du projet, nous avons un représentant des assurances Europe. En fait, tous les 6 mois, on a un board qui va venir regarder nos résultats et nous guider, nous aider. Et on a tout de suite identifié que ça serait important d'avoir un acteur des assurances. Et en fait, tout le travail qu'on fait côté R&D sur la caractérisation des matériaux, c'est aussi nous se convaincre, mais aussi d'avoir des éléments pour les assureurs. Et là, je passe la main à Maïté qui s'occupe de ce groupe de travail chez Saint-Gobain. Tout à fait. Alors, c'est très simple. Aujourd'hui, on fonctionne cas par cas. C'est-à-dire que, comme on l'a évoqué, on n'est pas à un stade de maturité suffisant pour être capable de répondre aux questions de manière très large. Comment vous faites pour échantillonner les produits, pour contrôler la qualité du produit à réemployer? Comment vous sélectionnez les critères, etc., etc. Aujourd'hui, on fonctionne vraiment chantier par chantier avec ces caractéristiques.
Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une dynamique de filière, parce que si on met bout à bout des tas de petits projets, on va finir par atteindre une échelle suffisante pour qu'on commence à avoir une idée globale des sujets et se dire, voilà, on commence à avoir quelques certitudes. Et donc, on est capable d'avoir une sorte de ligne directrice pour le réemploi de tel ou tel produit. Donc, on a beaucoup d'initiatives, on n'en a pas parlé, mais en fait, il y a énormément d'initiatives aussi de tous les acteurs de la filière qui commencent à se dire, bon, il faut que je regarde, comme Calibat qui nous signalait tout à l'heure qu'il est en train de proposer aux acteurs qui font de la déconstruction une ligne directrice pour être capable de déconstruire dans les règles de l'art d'une certaine manière. On a aussi des initiatives, je pense au CTICM qui a sorti des recommandations professionnelles pour le réemploi des structures métalliques. Donc on voit comme ça qu'il y a certains métiers ou certaines parties de la filière qui commencent à être capables de donner des cadres d'action qui peuvent permettre de, je vais dire, rassurer toutes les parties prenantes sur la viabilité des projets. Et puis, il y aura, à mon avis, l'amoncellement d'expérience qui, au bout du bout, fera qu'on aura les bons réflexes et qu'on saura comment procéder avec des produits en réemploi. Aujourd'hui, comme on en est loin, clairement, on détaille exactement tout ce qu'on fait. Quels matériaux, quelles étapes, quelle méthodologie employer, quels résultats, etc., etc. Et c'est ce sérieux et ce détail qui permet à un assureur de se positionner. Mais l'assureur n'est pas seul, il y a le bureau de contrôle technique. Et pour nous, on voit bien que c'est vraiment un tandem, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ces deux étapes qui sont nécessaires pour faire avancer les projets. Ce n'est pas que l'assureur ou que le contrôle technique, c'est bien les deux en même temps. Et en fait, quelque part, leur décision, elle dépend des informations que ceux qui font le projet de manière opérationnelle sont capables d'apporter. Donc voilà comment on fonctionne dans Drastic et je dirais dans le reste de nos activités. C'est pour l'instant projet par projet. Allô? Oui, du coup, je pourrais réintervenir. Bien sûr. Vous parlez pas de la maîtrise d'œuvre? En fait, tous les acteurs du projet sont inscrits dans cette démarche. La question, c'est, j'avais compris que la question, c'était comment vous arrivez à faire assurer et comment vous arrivez à faire débloquer. Quand on parle de recommandations professionnelles pour la structure métallique, par exemple, qui les met en œuvre? C'est la maîtrise d'œuvre. Donc, il y a bien des démarches à tous les niveaux. Aujourd'hui, de toute façon, moi, je ne connais pas de projet de réemploi réussi où il n'y a pas toutes les parties prenantes qui se sont mobilisées sur le sujet et qui ont été autour de la table pour donner leur avis. Parce qu'effectivement, la question, c'est est-ce qu'un produit en réemploi, ça se repose de la même façon qu'un neuf ou pas? Est-ce que ça doit changer quelque chose? Voilà. Et effectivement, en tant que maître d'œuvre, est-ce que ça change quelque chose sur vos assurances, c'est-à-dire votre couverture assurantielle qui est liée à vos activités aujourd'hui? Est-ce que ça change quelque chose, etc. Tout ça s'analyse projet par projet parce que ça dépend. Ça dépend du matériau, ça dépend du type de bâtiment, ça dépend des exigences, des normes qui sont en vigueur. Et donc, à chaque fois, c'est différent. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions ou même partage d'expérience? Parce qu'on sait que voilà, les initiatives sur le réemploi sont nombreuses, hein, et d'ailleurs, si vous voulez oui, une question de Damien. Oui, bonjour. Comme vous parlez assurance, donc moi je me présente, je suis Zurich, je suis assureur, je suis un ingénieur des risques sur l'assurance construction, plus spécialement les tout risques chantiers, mais on accompagne les clients en dommages-ouvrages. Donc pour rebondir sur ce que vous disiez, aujourd'hui, le positionnement des assureurs, notamment en France, est sensible sur la spécificité que nous avons sur les matières décennales. Donc, tout ce qui est ouvrage à obligation d'assurance décennale, dont les bâtiments tertiaires font partie.
Donc, effectivement, je rejoins ce que vous disiez, Maïté, c'est que aujourd'hui, la réflexion se fait vraiment cas par cas, d'analyse de projet par projet, quels que soient les différents acteurs dans la chaîne de construction, que ce soit effectivement les prestations intellectuelles, les fournisseurs, que les contracteurs de louage d'ouvrage, qui, eux, s'engagent sur des valeurs décennales au niveau de leurs obligations quand ils sont dans l'acte de construire. Donc, effectivement, le cas par cas, c'est ce qu'on essaie de faire bouger un petit peu. Et effectivement, les organismes comme le CSTB qui fournissent habituellement tout ce qui est ATEC, etc., tous les documents techniques, c'est avec ces gens-là qu'on peut faire avancer les choses. Et c'est pour ça que, notamment dans le cadre de la loi Spirou, il y a essayé d'avoir un petit peu, pas une normalisation, mais une orientation sur une dizaine de produits sur lesquels les assureurs peuvent se positionner plus facilement. Donc, je parle notamment des assureurs de responsabilité décennale. Pour vous permettre, dans la construction, moi je suis un ancien agent de la construction, de la maîtrise d'œuvre d'exécution notamment, donc à arriver à convaincre, ou en tout cas à rassurer les assureurs et toute la chaîne de l'assurance décennale de pouvoir utiliser ou réutiliser des matériaux comme on savait le faire il y a 30 ans, quoi. Il y a 30 ans, on ne se posait pas ce genre de questions pour utiliser la performance d'un lavabo ou d'une cloison, etc. Aujourd'hui, ça devient très compliqué. Voilà. Ouais, ça devient compliqué. On a compliqué beaucoup de choses et effectivement, on ne prend pas forcément pour un assureur le même risque à réemployer un tableau électrique qu'une cloison ou qu'un élément de faux plafond, par exemple. Je parle au niveau décennal, hein. Je ne parle pas au niveau des risques professionnels, mais décennal. Donc, pour vous rappeler, la décennale, c'est un propriété à destination ou ruine de l'ouvrage. Voilà. Donc, effectivement, les choses avancent. Je fais partie, et chez Zurich, on fait partie des commissions qui faisons un petit peu influer, ou en tout cas amener les gens à se poser les bonnes questions dans le cadre du réemploi. Et à votre disposition pour échanger, voilà, ultérieurement. Et votre assurance fait partie de l'advisory board du projet. Donc, c'est Voilà. formidable. Et on connaît bien Saint-Gobain, effectivement. Voilà, par ailleurs. Mais c'est vraiment des questions extrêmement intéressantes, hein. Donc, Oui, et comme vous dites, il faut que tous les acteurs, que ce soit les acteurs de la filière opérationnelle construction, mais aussi les financeurs, les assureurs, il faut que tout le monde s'oriente aujourd'hui sur cette démarche qui représente. On est sur de l'épiphénomène aujourd'hui, donc il faut. Ouais, pardon, j'interviens à nouveau, mais les programmes aujourd'hui sont extrêmement clairs là-dessus en termes de remploi ou réutilisation, et on ne peut pas y arriver parce que les objectifs sont difficilement atteignables dans le temps imparti. Du coup, parce qu'on l'a vu, hein, c'est du temps long, hein, c'est réellement des projets qui demandent bien, on l'a vu sur la chronologie, mais du temps maîtrise d'œuvre, même en programmation, hein. Et il y a quand même des choses qui se font, mais bon, après avoir discuté avec un certain nombre d'assurances majeures sur le secteur, est-ce que le fait de déclarer à l'assurance, son assurance décennale, qu'on est sur des projets de réemploi de façon extrêmement détaillée est acceptable? Et à Oui, quel coût? c'est pas une question de coût, c'est une question de cas par cas, c'est de convaincre la filière de l'assurance. Mais avant de convaincre la filière de l'assurance, aujourd'hui, si vous parlez du coût, aujourd'hui, quand vous faites un diagnostic de réemploi sur un chantier, et on en a plusieurs dans notre volet tout risque chantier, on s'aperçoit qu'il faut d'abord convaincre un maître d'ouvrage. Puisqu'effectivement, au niveau de la programmation, au niveau de l'OPC, de l'ordonnancement du pilotage et du chantier, effectivement, toute cette partie préalable qui va être la déconstruction et la sélection des matériaux qu'on va pouvoir réemployer, et la quantité, et même les engagements contractuels que vous allez faire porter aux entreprises, à savoir combien de mètres carrés de faux plafonds vous allez pouvoir réutiliser.
in fine, vous ne le savez que quand vous avez fait les diagnostics finaux, tous les tests avec les fabricants. Donc, effectivement, aujourd'hui, dans la majorité des projets qui s'inscrivent dans le tertiaire, on est sur un coût serré, sur des délais extrêmement serrés et des délais qui sont, de toute façon, on le voit, ils sont, même dans le neuf, ils dépassent, ils ne tiennent pas la route. Donc, quand vous incluez la notion de réemploi et la déconstruction sélective, en fait, c'est une réelle volonté d'un maître d'ouvrage à vouloir s'engager. Si le maître d'ouvrage s'engage, effectivement, derrière, la chaîne de tous les constructeurs ou de toute la maîtrise d'œuvre ou les opérateurs va être facilitée. Ils vont pouvoir porter le projet. Et si effectivement le chef d'orchestre et le maître d'ouvrage est convaincant, derrière les assureurs, déjà en dommage ouvrage, qui va venir assurer le maître d'ouvrage dans le cadre de la garantie décennale, va pouvoir mettre en place et plus facilement se rapprocher avec les constructeurs des mises en place de bonnes garanties en responsabilité civile décennale. Voilà. Mais encore une fois, il faut être convaincu. C'est-à-dire qu'il faut on réemploie pour dire je réemploie parce que j'ai tiqué une case. C'est vraiment une démarche citoyenne. Et ça, il faut qu'aujourd'hui, que ce soit des majors de la construction qui aujourd'hui sont même à la tête de plusieurs plateformes de revente de matériaux, puissent aussi faire influencer les choses et comme les fabricants comme Saint-Gobain et autres font des choses pour faire avancer un petit peu les idées. Et je pense qu'aujourd'hui, et on le voit, certains maîtres d'ouvrage, il n'y a pas que les maîtres d'ouvrage publics qui eux ont obligation, mais aujourd'hui, certains maîtres d'ouvrage privés s'orientent de plus en plus vers le réemploi, puisqu'on est dans des démarches qui sont pas si complexe quand on va sélectionner des matériaux qui sont effectivement assez récents. Quand vous voyez qu'un turnover de 5 ans que vous avez sur des plateaux, vous avez des faux planchers techniques ou des moquettes qui n'ont à peine subi, donc c'est dommage de tout casser. Et on peut les réutiliser. Aujourd'hui, on a 3 ou 4 opérations dans notre retour d'expérience pour lesquelles ça a pu être possible. Et ça a même été possible non pas forcément au départ de la construction, mais au fur et à mesure du chantier. Où à un moment donné, le maître d'ouvrage s'est posé la question en disant, mais attendez, pourquoi on casse tout ça? Il a posé ces questions-là au maître d'œuvre, aux archis, etc. Et puis finalement, on se dit, bah oui, tout compte fait, pourquoi on ne va pas réutiliser une partie? Et là, pour le coup, ça fait une économie financière qui était intéressante. Et ça n'a pas posé de problème aux assureurs de nature décennale. Bon, voilà, c'est un exemple, mais encore une fois, c'est aujourd'hui, on en est effectivement dans du cas par cas. Merci pour vos réactions. Alors c'est vrai que moi, je suis un petit peu plus loin du terrain comparativement à Maïté, mais récemment, on était à une conférence circulaire à l'université de Delft et il y a une étude de Vito qui a essayé de recenser l'ensemble des projets de réemploi de plusieurs architectes et regarder les critères qui faisaient que ça marchait ou ça marchait pas. Et un des critères, ça revient un peu aux réactions qu'il y a eu là, c'était au bout d'un moment, il faut qu'il y ait quelque part une volonté partagée avec un certain chef de projet qui coordonne pour faire en sorte que ça se fasse jusqu'au bout, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles aujourd'hui, que ça soit en termes de temps, de coûts, d'organisationnel. Donc, voilà, en réaction à vos commentaires, cette notion de que ça soit une volonté à un moment qui soit partagée sur l'ensemble des acteurs qui puissent faire fonctionner in fine le projet. Parce qu'en effet, il y a beaucoup de contraintes de timing, de coûts. Là, on est sur du cas par cas en plus pour les aspects. Donc voilà, il y a une agilité et aujourd'hui, c'est pas une pratique courante. Donc c'est vrai que on a besoin d'expérimenter pour voir où est-ce que on arrive à tous y avoir de la valeur environnementale et économique. Merci beaucoup. Il nous reste encore 3 minutes. Je ne sais pas si d'autres personnes veulent réagir. En tout cas, nous, on sera très contents d'avoir votre feedback sur ce premier webinaire.
même avoir voilà, pour les prochaines sessions. Donc, on en fera donc un par an pour vous informer à l'échelle française, à l'écosystème de nos avancées. Évidemment, sur le site Internet, vous verrez l'ensemble des résultats des différents démonstrateurs. Et puis à venir, là, le 10 novembre, notre workshop de co-création autour des business models. 10 février, Marie. 10 février, voilà. Ah, Pas 10 parfait. novembre. Pardon. Merci. Merci Maïté. Oui, le 10 février. Ça arriverait trop tôt. En tout cas, on espère que ça... nous, notre volonté ici, notre intuition, c'était ensuite de pouvoir faire du lien avec l'ensemble des acteurs. Donc, on serait vraiment ravis par la suite de cette première réunion de pouvoir se connecter avec cette communauté donc d'une quarantaine de personnes pour pouvoir réfléchir ensemble. Donc, voilà, on serait vraiment ravis d'avoir d'autres échanges à la suite de ce premier webinaire. Très bien. Un petit mot de la fin, Alliance HQE. Ouais, alors, je vais prendre la parole pour l'Alliance HQE. Eh bien, merci beaucoup pour votre participation. Merci pour vos différentes interventions et partage d'expérience. Et donc, on vous enverra, comme dit précédemment, l'ensemble des documents qui ont été cités, le lien du replay et les présentations. Et donc, le petit sondage qu'on vous a fait passer, où on vous a aussi demandé si vous voilà, participeriez à l'atelier donc, le 10 février. Donc, on reviendra rapidement vers vous pour vous donner plus de précisions. Merci encore.